Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est ce qu'on pourrait appeler un penseur atypique. C'est un penseur des Lumières, critique envers les Lumières. C'est un penseur moderne, critique envers la modernité. Et, accessoirement, c'est un homme qui a écrit un traité d'éducation après avoir abandonné ses enfants. Mais au-delà de ces paradoxes, plus ou moins gênants, le fait est que Rousseau ne rentre pas dans les cases prédéfinies de la pensée. Ce qui transparaît d'ailleurs dans le fait que Rousseau n'est pas perçu de la même façon par les uns ou par les autres. Pour certains, Rousseau serait un penseur progressiste. Il serait même un précurseur du socialisme. Tandis que, pour d'autres, il serait au contraire un penseur réactionnaire, voire un penseur du totalitarisme. Donc on n'est pas vraiment sur les mêmes lignes. Et comment on en arrive à un tel écart de perception ? Bien justement par le fait que la pensée de Rousseau résiste à toutes les classifications. On pourra donner comme exemple le fait que Rousseau est à la fois partisan d'une république dans laquelle le peuple exercerait le pouvoir de manière directe, et en même temps, Rousseau considère que la modernité est une époque de décadence. Le modèle culturel de Rousseau, c'est l'Antiquité, c'est la vertu, c'est la bravoure, c'est l'héroïsme. Tout ce que la modernité a contribué à faire disparaître. D'ailleurs, c'est exactement le propos qu'il tient dans son discours sur les sciences et les arts, dans lequel il dit que le progrès des connaissances et des techniques s'est accompagné d'une dépravation morale. À mesure que nous avons gagné en connaissance, nous dit Rousseau, nous avons perdu en vertu. Un autre exemple de paradoxe chez Rousseau, c'est le jugement qu'il porte sur la société. Rappelez-vous, on avait déjà parlé de Rousseau dans un épisode sur l'état de nature, et on avait vu que, pour Rousseau, l'homme est naturellement bon, et c'est la société qui le corrompt. Parce que la société fait naître de la rivalité, de la concurrence. La société fait naître le souci de l'image, le souci de la réputation. Autrement dit, la vie en société fait basculer l'homme dans la représentation, dans le fait d'apparaître au lieu d'être. Rousseau nous dit, dès lors que nous vivons en société, ce n'est plus l'amour de soi qui nous anime, c'est l'amour propre. L'amour de soi, c'est l'instinct de conservation. C'est ce qui fait que vous n'avez pas envie de vous jeter du 8e étage. Et, par prolongement, que vous n'avez pas envie que votre voisin se jette du 8e étage. L'amour de soi préside à l'amour de l'autre. Ça s'appelle la compassion. L'amour-propre, c'est différent. L'amour-propre, c'est l'amour de votre image. C'est l'amour des apparences. C'est ce qui va vous pousser, non seulement à mentir, à faire semblant, mais qui va aussi vous pousser à salir l'image de l'autre. La médisance, c'est un produit de la vie en société. On dit du mal de l'autre pour se donner des apparences de supériorité. La valorisation de soi passe par la dévalorisation de l'autre. C'est ça l'amour-propre. Donc, l'amour-propre, le mensonge, la médisance, pour Rousseau, tout ça, c'est la même chose. Ce sont les différents modes de manifestation d'un seul et même phénomène, à savoir la représentation. Donc si on s'en tient à ces considérations, on pourrait croire que pour Rousseau, la vie en société, ce n'est que du négatif. Eh bien non, c'est plus subtil. Pourquoi ce n'est pas que du négatif ? Parce que, nous dit Rousseau, en vivant en société, les hommes gagnent quelque chose qu'ils n'avaient pas avant de vivre en société. Ce qu'ils gagnent,
c'est la liberté. Et alors ça, c'est étonnant. Parce que, justement, le premier réflexe, c'est de se dire qu'en créant la société, les hommes ont perdu leur liberté. Parce que quand on vit en société, on obéit à des lois. On obéit à des règles. Donc c'est vraiment contre-intuitif de dire que la vie en société permet de gagner en liberté. Qu'est-ce que Rousseau a voulu dire par là? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et pour le comprendre, on va partir d'une image. On va imaginer un enfant. Un enfant qui serait élevé par ses parents sans la moindre autorité, sans la moindre limitation de sa liberté. L'enfant fait tout ce qu'il veut, il mange s'il en a envie, il joue s'il en a envie, il travaille s'il en a envie. Bref, une éducation libre. Ça représente la vie de l'homme à l'état de nature. Aucune contrainte. Alors bien sûr, quand on dit aucune contrainte, ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'il y a malgré tout des limites à cette liberté. Des limites matérielles. On a beau être libre, on ne peut pas s'affranchir des contraintes naturelles. Donc même si l'enfant est totalement libre, s'il a envie de jouer aux osselets avec un rocher d'une tonne, il pourra pas. Limite physique. Donc finalement, être libre ne signifie pas pouvoir faire ce qu'on veut. Ça signifie plutôt pouvoir faire ce qu'on peut. Pouvoir faire ce qu'il est physiquement possible de faire. Raison pour laquelle nos amis belges utilisent le verbe savoir, là où nous autres Français nous utilisons le verbe pouvoir. Savoir, ça veut dire pouvoir au sens physique du terme. Avoir la capacité de. Donc un Belge dira, même libre, on ne sait pas tout faire. Donc ça, c'est ce que Rousseau appelle la liberté naturelle. La liberté qui n'a comme limite que nos capacités physiques ou les contraintes des lois naturelles. Donc ça veut dire une première chose, qui est que même si l'enfant grandit sans contrainte, sans règles de conduite, il n'est pas absolument libre pour autant. Mais il y a une autre raison qui fait que cet enfant ne sera pas libre. Cette raison, c'est le fait que ne pas obéir à des règles, c'est obéir à ses pulsions. On a déjà parlé de ça plusieurs fois sur cette chaîne, le paradoxe de la liberté, le fait que si je n'obéis à aucune règle, j'obéis alors à mon désir. Or, on n'est pas libre dans l'obéissance au désir. Le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut quand on le veut, le fait de prendre l'habitude de n'avoir aucune contrainte, ça entraîne fatalement une inaptitude à la contrainte. Ça fait que quand on se heurte à un obstacle, on souffre. C'est l'enfant dont on cède à tous les caprices. L'enfant auquel on ne sait rien refuser. Ayez le malheur de passer par le rayon jouet, vous allez voir ce que ça donne. Un enfant qui a l'habitude qu'on ne lui refuse rien. Donc, inaptitude à la contrainte, allergie à la contrainte, avec la souffrance qui en découle. Donc ça, c'est ce qui fait que pour Rousseau, la liberté naturelle n'est pas vraiment la liberté. C'est une liberté infantile. Une liberté immature. C'est une liberté qui n'a pas encore effectué sa mutation. Or, quelle mutation doit effectuer la liberté? Elle doit muter du désir à la volonté. Le stade ultime de la liberté chez Rousseau, c'est la volonté. Alors, expliquons un peu ça. Quelle est la différence entre le désir et la volonté? Le désir, c'est une force qui nous pousse vers un objet, indépendamment des conséquences. La volonté, c'est une force qui nous pousse vers un objet, compte tenu des conséquences. En d'autres termes, le désir est irrationnel, là
où la volonté est rationnelle. On confond souvent désir et volonté. Mais c'est très différent. Par exemple, on peut avoir la volonté d'arrêter de fumer, mais le désir d'allumer une cigarette. On peut avoir la volonté de perdre du poids, mais le désir de manger une glace. Donc, dans certains cas, réaliser sa volonté, ça passe par renoncer à son désir. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. La société libérale nous a fait croire qu'être libre, c'était satisfaire tous ses désirs. Mais ça, c'est une conception consumériste de la liberté. C'est la liberté conçue comme produit de consommation. Non, la liberté, ce n'est pas satisfaire tous ses désirs. Ce n'est pas céder à toutes ses impulsions. Parce qu'à ce moment-là, une vache qui défèque en mangeant son herbe, elle est libre, puisqu'elle suit ses impulsions. Donc, si on a compris ça, on a compris en quoi la liberté ne pouvait pas s'identifier au désir. Maintenant, la volonté. La volonté, c'est lorsque la force qui vous pousse à agir est dirigée par la raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté est également une force, mais c'est une force que la raison perçoit comme bénéfique ou légitime. Reprenons l'exemple de la cigarette. Avoir la volonté d'arrêter de fumer, c'est considérer que le fait de ne pas fumer est meilleur pour nous que le fait de fumer. Meilleur au sens de bénéfique. Bénéfique pour la santé, pour le porte-monnaie, pour l'odeur des vêtements. Autrement dit, ça implique le jugement de la raison. Ça implique la prise en compte des conséquences. C'est ça le signe distinctif de la volonté par rapport au désir. La prise en compte des conséquences. Autrement dit, la volonté se caractérise par la capacité de projection. On a envie de se resservir un verre, on en a le désir, mais on sait que ce verre de plus, on va le payer. Le payer en souffrance. La gueule de bois. Donc si vous n'avez pas encore trop bu à ce moment-là, la raison vous convaincra de ne pas vous servir ce verre. D'ailleurs, l'exemple de l'alcool est intéressant, parce que justement, quand on est ivre, la volonté est totalement anéantie par le désir. On ne pense plus aux conséquences. C'est comme si elles n'existaient plus. C'est le lendemain que les conséquences nous reviennent à la figure. Mais c'est trop tard. L'alcool altère le jugement parce qu'il altère nos capacités de perception et de projection dans le futur. Donc si on récapitule, le désir n'est pas la volonté. La soumission au désir n'est pas la liberté. La liberté, c'est l'obéissance à la volonté, c'est-à-dire à la raison. Et il n'y a aucune contradiction à dire qu'être libre, c'est obéir. Dès lors qu'on précise que ce à quoi on obéit dans la liberté, c'est la volonté. Être libre, c'est obéir à la volonté. Maintenant qu'on a bien expliqué ça, on va pouvoir revenir à Rousseau. Rousseau nous explique qu'à l'état de nature, les hommes sont libres, au sens où ils sont libres de satisfaire leurs impulsions primaires. Seulement voilà, la nature a ses contraintes. Et l'homme seul ne peut pas tout. Donc l'homme a besoin de s'associer. De s'associer avec d'autres hommes qui sont, eux aussi, limités par les contraintes de la nature. Exemple bien connu, vous devez déménager, vous allez faire appel à des amis pour vous aider à porter vos meubles, parce que 4 personnes qui s'associent peuvent porter une machine à laver, alors qu'une personne seule qui essayerait 4 fois ne le peut pas. Et donc si les hommes sont plus forts en s'associant, s'ils sont plus forts ou plus efficaces, plus capables, ça veut dire que l'association permet d'augmenter notre liberté. L'association permet
de briser les limites de notre liberté naturelle. Eh bien ça, c'est l'origine et le fondement du passage de l'état de nature à l'état social. Dans le contrat social, Rousseau explique que la première forme de société, c'est la famille. Qu'est-ce qui fait que les enfants vivent chez leurs parents jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes? C'est le besoin. Un enfant de 8 ans, il ne peut pas survivre seul. Il est dépendant des ressources et de la protection de ses parents. Une fois adulte, il peut travailler. Il peut se défendre. Il devient apte à l'indépendance. Donc il y a évidemment un lien de causalité. Si c'était seulement l'amour qui fait que les enfants vivent chez leurs parents, ils continueraient à y vivre bien après être devenus adultes. Or, ils ne le font pas. Un jour ou l'autre, ils partent. Dans le film Tanguy, le personnage de Tanguy reste chez ses parents alors qu'il a déjà dépassé les 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Pas parce qu'il a besoin d'eux. Il a un travail, il gagne bien sa vie, il gagne même plus que ses parents. Ce n'est pas le besoin qui le rattache au foyer. C'est l'amour. Mais sauf que pour ses parents, c'est pas normal. Tu es grand, tu as un travail, tu dégages. Tu n'as plus besoin de nous. Et nous, on aimerait être tranquilles. Tanguy, c'est l'exception qui confirme la règle de Rousseau. La règle de l'intérêt comme origine et fondement de la société. Donc pour Rousseau, ce qui fait que les hommes vont sortir de l'état de nature, c'est l'intérêt. Les hommes ont intérêt à s'associer. Parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils peuvent s'entraider, se compléter. Les autres membres de la société peuvent m'apporter des choses que je ne peux pas faire par moi-même, des choses pour lesquelles je n'ai pas les compétences, ou pas le temps, ou pas l'envie. Et en contrepartie, je vais apporter aux autres des choses pour lesquelles ils n'ont pas les compétences, le temps ou l'envie. Donc l'intérêt dont on parle, c'est un intérêt interindividuel. Chacun a intérêt à aider les autres, parce que les autres l'aideront en retour. Et donc là, j'aimerais vous lire un passage du contrat social qui récapitule tout ce qu'on vient de dire sur le passage de l'état de nature à l'état social. Je cite. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que, la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ses compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n'a pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui, car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc là, on comprend ce que Rousseau désigne quand il parle de contrat social. Le contrat social,
ce ne sont pas des hommes qui se réunissent autour d'une table pour signer un contrat. Le contrat social, ce sont des hommes qui décident collectivement de renoncer à leur liberté naturelle en échange de la vie en société. Parce qu'ils y trouvent un intérêt et parce qu'en s'associant, ils deviennent finalement plus libres que lorsqu'ils étaient seuls. En sortant de l'état de nature, les hommes sortent de l'animalité pour accéder à l'humanité. Ils sortent de l'instinct pour accéder à la volonté, à ce que Rousseau appelle la volonté générale. Et c'est ça qu'il va falloir expliquer maintenant. On l'a vu, à l'état de nature, les hommes sont libres, mais leur liberté est limitée par les contraintes physiques. En s'associant, les hommes repoussent les limites de leur liberté naturelle, et ce faisant, ils se trouvent paradoxalement plus libres qu'à l'état de nature. Mais sauf que vivre en société, ça suppose de cohabiter. Et pour cohabiter, il faut des règles de vie communes. Il faut tout simplement des lois. La loi, c'est ce qui va m'empêcher de nuire à autrui. Ben oui, parce que si je peux nuire à autrui n'a alors plus d'intérêt à vivre en société. Donc il faut des lois pour empêcher certains individus d'abuser de leur liberté. Il faut des lois pour que ça ne devienne pas tout simplement la loi du plus fort. Il faut donc remplacer la force par le droit. C'est ça, le rôle de la loi. Remplacer la force par le droit. Donc la loi, c'est à la fois ce qui diminue ma liberté, c'est-à-dire ce qui fait que je ne peux pas tout faire, que je ne peux pas tout faire subir à autrui, mais c'est aussi ce qui me protège du comportement d'autrui. Donc, ce que je perds d'un côté, je le récupère de l'autre. Du coup, la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que tout le monde obéisse aux lois? Eh bien, la réponse de Rousseau est toute simple. Pour que tout le monde obéisse aux lois, il faut que tout le monde trouve un intérêt à obéir aux lois. En clair, on devient juste et raisonnable dès lors qu'on a un intérêt à le devenir. Prenons un exemple. Le code de la route. Le code de la route, comme son nom l'indique, c'est un code, c'est-à-dire un ensemble de règles qui encadrent l'usage de la route. La route, c'est un espace commun. Si vous avez déjà passé des stages de récupération de points, vous savez ce qu'on va vous répéter. On ne prend pas la route, on la partage. Alors, il y a des gens qui prennent la route. Des gens qui oublient qu'ils la partagent. Et qui conduisent comme s'ils étaient seuls au monde. Ce comportement, qu'est-ce qu'il tend à provoquer? Il tend à provoquer des accidents. Or, personne ne recherche volontairement l'accident. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot. Accidentel, ça veut dire qui arrive sans qu'on l'ait voulu. Donc, si un espace de circulation est encadré par des règles, et que vous ne respectez pas ces règles, ce qu'il risque de vous arriver, c'est de provoquer un accident. Un accident potentiellement grave pour vous-même. Donc il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'on a plutôt intérêt à respecter le code de la route. Eh bien, le code de la route, c'est une illustration parfaite de la loi. Un ensemble de règles, un ensemble de contraintes, qui certes m'empêchent de faire tout ce que j'ai envie de faire, de rouler à 180, de griller les feux, de prendre l'essence interdit, mais qui, en contrepartie, me permet de me déplacer d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement que si les routes n'existaient pas. Donc même si ça m'emmerde de m'arrêter au feu rouge, je suis bien obligé de reconnaître que c'est quand même bien pratique. Qu'à choisir entre une route régie par un code et pas de route du tout, je préfère la route et le code. Eh bien la route, c'est la société. Le code de la route, c'est la loi. Et les automobilistes, c'est nous. Chacun d'entre nous.
Alors vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais il y a quand même des gens qui ne respectent pas le code de la route. Des mauvais citoyens de la route. Oui. Et personne n'est irréprochable sur la route. Ce que ça veut dire, c'est qu'il arrive que nous soyons déraisonnables. Au sens où ce n'est plus la raison qui nous dirige, mais la passion. Le désir d'arriver plus vite, le désir d'avoir des sensations. On est toujours dans ce combat instable entre passion et raison. D'où le rôle de la sanction. La sanction qui vient canaliser nos ardeurs. Le rôle de la sanction, c'est la dissuasion. Et on sait que l'automobiliste est parfois plus enclin à respecter la loi par crainte de la sanction que par crainte de l'accident. La sanction, c'est le moyen de donner un intérêt supplémentaire à respecter la loi. Ça, c'est quelque chose qu'on trouvait déjà chez Hobbes, le fait que l'être humain devient raisonnable par intérêt, et même par peur. Alors, Hobbes et Rousseau n'ont pas du tout la même vision du contrat social, mais ils ont en commun de penser qu'on ne devient pas raisonnable sans raison, sans vouloir faire de jeu de mots. Il faut une raison de devenir raisonnable. Et cette raison, c'est l'intérêt. C'est ça que Rousseau veut dire quand il dit qu'il faut consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Consulter sa raison parce que c'est la raison qui nous renseigne sur notre intérêt, qui nous avertit des conséquences en cas de manquement à la règle. Et dès qu'on consulte sa raison, on se rend compte que c'est finalement bénéfique pour tout le monde de respecter la loi. Parce que chacun en bénéficie. Parce que la loi nous protège. Elle nous protège des nuisances que les autres pourraient nous occasionner en y désobéissant. Donc l'idée centrale de Rousseau, c'est que tout le monde a intérêt à respecter la loi. Et c'est le grand paradoxe de la loi, qui est que la loi est à la fois un système coercitif, un système de règles, d'obligations et d'interdictions. Et c'est en même temps la condition de notre liberté. Parce que si chacun peut faire ce qui lui plaît, sans considération pour les autres, sans considération pour la volonté des autres, eh bien, on n'est pas libre. Je travaille tôt le matin. Je me couche tôt pour pouvoir être en forme. Mais le voisin a décidé d'écouter de la techno à fond les watts jusqu'à 5 heures du matin. Où est ma liberté ? Je ne suis pas libre si l'autre peut à chaque instant m'imposer sa volonté. Donc la liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est faire que l'autre ne puisse pas m'imposer sa volonté. Et c'est là que la loi joue son rôle. Empêcher l'autre de contraindre ma volonté. Je vais vous lire un autre texte de Rousseau. C'est un texte qui est extrait des Lettres écrites de la montagne, dans lequel Rousseau explique la différence entre la liberté et l'indépendance. Et vous allez voir que c'est extrêmement éclairant sur la conception que Rousseau a de la liberté. Je cite. « On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et régner, c'est obéir. Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle nul n'a le droit d'opposer de la résistance. Dans la liberté commune, nul n'a le droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit. Et la vraie liberté n'est jamais destructive d'elle-même. Ainsi, la liberté sans la justice est une véritable contradiction. Car, comme qu'on s'y prenne, tout gêne dans l'exécution d'une volonté désordonnée. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois, et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes.
Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non les arbitres. Ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'ait son gouvernement, quand, dans celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elle, je ne sache rien de plus certain. Donc le paradoxe entre l'obéissance et la liberté est ici parfaitement résolu. Obéir, ce n'est pas abandonner sa liberté. Obéir, c'est au contraire réaliser sa liberté, dès lors que ce à quoi on obéit, ce sont nos propres lois. Un peuple est libre, non pas quand il désobéit, mais quand il obéit à lui-même. Là encore, on a l'habitude de nos jours de concevoir la liberté comme la pure et simple négation des contraintes. Mais c'est une erreur. Dans un monde régi par des contraintes, une liberté conçue comme absence de contraintes n'aurait aucun sens. La seule liberté possible, c'est le choix de nos contraintes. C'est l'obéissance aux contraintes que notre raison valide. Parce que nous avons intérêt à obéir à ces contraintes. À obéir à ce que Rousseau appelle l'intérêt commun. Et la volonté générale, c'est la volonté qui vise l'intérêt commun. La volonté générale, ce n'est pas la volonté du plus grand nombre. Ce n'est pas la volonté de la majorité. La volonté générale, c'est la volonté présente en chaque citoyen en tant qu'elle vise l'intérêt de tous les citoyens. On va le dire autrement. La volonté générale, c'est la volonté du corps social en tant qu'elle est exprimée par le citoyen. Alors évidemment, c'est un peu abstrait. Parce que dans les faits, nous sommes des individus. Des individus qui ont des intérêts particuliers. Donc là, ce que nous demande Rousseau, c'est d'oublier que nous sommes des individus pour penser uniquement en citoyens, en membres de la collectivité. Il y a évidemment chez Rousseau un goût du patriotisme. Or, le patriotisme, c'est se considérer avant tout comme membre de la nation, et donc faire passer cette appartenance à la nation avant ses intérêts individuels. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de gens considèrent que le modèle politique de Rousseau est inapplicable. Parce que Rousseau oublierait que le propre d'une société, c'est que tous les individus n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc, s'ils n'ont pas les mêmes intérêts, on se demande bien pourquoi ils obéiraient à une seule et même volonté. C'est le reproche des marxistes. Pour les marxistes, il y a des dissensions au sein de la société. Des dissensions d'ordre économique. Et ces dissensions rendent illusoire toute idée d'unité patriotique. La volonté du dirigeant de PME que le gouvernement baisse les cotisations patronales, ce n'est pas la volonté de l'employé que son salaire net augmente. Au sein d'une société, au sein du peuple qui compose cette société, il y a des intérêts contradictoires. Et par définition, on ne peut pas concilier des intérêts contradictoires. Donc parler d'intérêt commun, est-ce que ça a vraiment un sens? Eh bien la réponse de Rousseau, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est l'intérêt commun. Parce qu'on persiste à raisonner en termes d'intérêt particulier. Or, l'intérêt commun, ce n'est pas la somme de tous les intérêts particuliers. Parce qu'alors là, oui, ça n'aurait aucun sens. L'intérêt commun, c'est l'intérêt de tous au-delà des intérêts de chacun. C'est l'intérêt de chaque citoyen en tant que membre de la collectivité. Pas en tant qu'individu gérant ses petites affaires. Ce qui veut dire que si une loi est bonne pour le corps social, même si elle ne correspond pas
à mon intérêt particulier, je dois la vouloir. Je dois vouloir ce qui est favorable à la société en tant que totalité. C'est ça qu'implique la notion de corps social. Un corps, c'est une totalité. Une totalité constituée de membres qui ont tous pour finalité de faire fonctionner le corps. Donc l'intérêt commun, c'est le dépassement de l'intérêt individuel au nom de l'intérêt du corps social. Prenez une équipe de foot. L'intérêt commun de cette équipe de foot, c'est de gagner son match. Donc, si vous êtes milieu de terrain et que vous voyez que votre coéquipier attaquant est démarqué à l'avant, l'intérêt commun, c'est de lui envoyer le ballon. Parce que c'est comme ça que vous allez maximiser les chances que votre équipe marque un but. Et donc qu'elle gagne le match. Si vous voulez faire un exploit individuel, autrement dit, si vous voulez faire passer votre intérêt particulier avant l'intérêt commun, vous n'allez pas vous rendre service. Vous allez vous rendre service en jouant collectif. En pensant collectif. Donc à ce moment-là, la volonté générale, c'est la volonté que vous avez vous-même de faire gagner votre équipe, de participer à sa victoire. Parce que la victoire de votre équipe, c'est la vôtre. C'est la vôtre en tant que membre de cette équipe. En tant que membre de ce moi collectif qu'est l'équipe. Et qui fait que vous pourrez dire « On a gagné ». Donc dès lors que vous êtes sur le terrain, vous êtes un citoyen de l'équipe. Et vos intérêts s'identifient à ceux de l'équipe. Une équipe sans laquelle vous n'êtes plus rien. Donc quand on dit que l'intérêt individuel et l'intérêt commun ne sont pas compatibles, pour Rousseau, c'est pas vrai. Ils sont compatibles dès lors que vous ne vous considérez plus comme un individu, mais comme un citoyen. C'est-à-dire comme un membre de ce corps social qu'est la cité. C'est l'individualisme qui empêche de voir que l'intérêt individuel est subordonné à l'intérêt commun. C'est le besoin de se considérer comme indépendant de toute structure qui fait qu'on ne comprend pas ce qu'est l'intérêt commun. Et qu'on fait de la volonté générale une notion purement quantitative. Le vote, pour Rousseau, ce n'est pas ça, la volonté générale. Le vote, ce n'est rien d'autre que la somme d'intérêts particuliers d'individus qui ne votent pas pour l'intérêt commun, mais qui votent chacun pour leur intérêt personnel. Et une campagne électorale, c'est le moment pendant lequel le candidat doit fédérer un maximum de segments de marché autour d'intérêts particuliers coalisés. Je vais essayer d'avoir les fonctionnaires, ou je vais essayer d'avoir les indépendants, je vais essayer d'avoir les jeunes, ou les vieux. Lors d'une élection, on ne s'adresse pas à la raison citoyenne. On s'adresse à la passion individuelle. On ne s'adresse pas à la volonté, on s'adresse au désir. Pour fabriquer ce que Simone Veil appelait de la passion collective. Et la raison principale pour laquelle on confond la volonté générale avec la somme des volontés individuelles, c'est parce qu'on confond le concept de peuple avec le concept de foule. Un peuple, c'est une unité. Une foule, c'est un agrégat. Quand on s'adresse aux citoyens, on ne s'adresse pas à l'individu. On s'adresse à la partie de l'individu qui vise l'intérêt commun. On s'adresse à la partie de l'individu qui n'est plus l'individu, mais qui est le citoyen. Le citoyen capable de ne plus être soumis à ses désirs individuels. Parce que le désir de l'individu peut ne pas viser l'intérêt commun,
Mais l'intérêt commun est toujours convergent avec l'intérêt du citoyen. Je cite. Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s'il ne changeait de manière d'être. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen, pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile, et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs. Mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté, ramenée à mon sujet, peut s'énoncer en ces termes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet, en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues, jusqu'à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car, s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge, prétendrait bientôt l'être en tous. L'état de nature subsisterait, et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a. Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit aux termes suivants. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. À l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres, prenait autrefois le nom de cité, et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple, et s'appellent en particulier citoyens, comme participant à l'autorité souveraine, et sujets, comme soumis aux lois de l'État. Il s'ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite, étant toujours à l'utilité publique. Mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe. Et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé, et n'est qu'une somme de volontés particulières. Mais ôtées de ces mêmes volontés, les plus et les moins qui s'entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté générale. Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'avaient aucune communication entre eux,
du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l'État. On peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votants que d'hommes, mais seulement autant que d'associations. Les différences deviennent moins nombreuses et donnent un résultat moins général. Enfin, quand une de ces associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique. Alors, il n'y a plus de volonté générale, et l'avis qui l'emporte n'est qu'un avis particulier. Alors même que Rousseau est lu et étudié dans toutes les universités françaises, il semble que la volonté générale soit la grande absente des transformations politiques auxquelles nous assistons. Partout, les luttes se radicalisent. Lutte pour des intérêts privés, lutte pour l'hégémonie économique, pour la reconnaissance des identités. Jamais le peuple n'a été aussi divisé, au point même que cette notion de peuple apparaît désormais comme désuète, comme archaïque, car elle suppose une unité que l'individualisme contemporain ne saurait reconnaître. Il est paradoxal que ce soit au nom du bien commun que les luttes pour le pouvoir s'intensifient, que ce soit au nom du bonheur de l'humanité qu'on s'entre-déchire, qu'on se combatte, qu'on se haïsse. Et alors même que nos systèmes politiques ont fait la preuve de leur inefficience, qu'on persiste à y investir notre confiance. Sommes-nous encore trop rousseauistes? Ou peut-être au contraire, pas assez? Aurions-nous confondu le politique avec la politique? Le projet de faire société avec le projet de dominer la société? De la conquérir? De la servir? En tout cas, gardons à l'esprit que ce qui nous a fait sortir de l'état de nature, ce n'est pas la rivalité, ce n'est pas le désir de triompher ou de dominer, mais le besoin de l'autre pour être libre. Je vous remercie.